Bonjour à tous, petite introduction pour vous expliquer que cet épisode a été enregistré en juin 2020. Donc il est important que vous mettiez dans le contexte pour comprendre cet épisode, même si on ne va pas forcément parler énormément de la crise du Covid-19. Mais voilà, je souhaitais vous prévenir pour que vous sachiez un petit peu, au même titre que les 3 épisodes précédents. Donc je compte sur vous et je vous dis à très vite, très bonne écoute. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Contrevent saison 2, ça commence maintenant. J'étais alternante, donc voilà. Et c'est moi qui faisais les dossiers pour BPI. C'est moi qui allais pitcher avec mon patron chez BPI. Et avant d'aller pitcher, quand il tremblait, je lui disais ça va aller quoi. Voilà. Donc si tu veux, en fait, j'avais pas du tout conscience que c'était pas normal. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Quand je lui ai dit je vais me lancer, elle m'envoyait des offres qu'elle trouvait sur internet sur mon métier qui est plutôt la com, tu vois. Je dis tiens regarde, ça pourrait être intéressant, et du coup je lui ai tout de suite dit écoute c'est simple, hein, soit du coup tu adhères au projet, soit on arrête de parler boulot ensemble parce que moi j'ai vraiment envie de me lancer à mon compte quoi. Le fait d'avoir une boîte m'a un peu transformée là-dessus quoi. Sur mieux comprendre les autres, comment arriver à faire travailler les uns et les autres. En fait, moi, je me suis lancée. Alors, peut-être que c'est moi et que les autres entrepreneurs n'ont pas de difficultés sur le sujet, mais moi, quand je me suis lancée, j'ai eu énormément de mal avec la partie management, quoi. Ça a été hyper dur pour moi. Franchement, j'ai été recrutée pour du marketing et de la com. Le premier jour où j'ai choisi cette boîte, quand je suis arrivée dans cette boîte, il y avait que des mecs, que des techs. Ils parlaient quasiment pas. Les premières semaines ont été un peu bizarres et après vraiment ils m'ont émerveillé quoi. Enfin, capacité rapide de faire des choses que tu peux tester immédiatement, pour moi les ingénieurs c'est vraiment des cerveaux créatifs quoi, donc tu peux partager ensemble. Et donc j'ai quand même bossé 2 ans dans cette boîte où du coup j'étais la seule marketing, c'était que des techs les autres collaborateurs, donc j'ai appris à travailler avec eux quoi. Salut Anaïs, merci. Salut. Merci de m'accueillir dans tes bureaux, les bureaux de Biap. Avec plaisir. Et de Kéfir aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits bureaux Kéfir juste à côté. Oui, exactement. Enfin, start-up, donc petit bureau par rapport à la surface de Biap, mais ouais. Ravi de t'accueillir aussi dans ces bureaux vides. Ah, merci. Interview qui a été reportée à peu près 76 fois à cause du confinement. La première question que je pose toujours, c'est si tu n'étais pas là à répondre à mes questions, qu'est-ce que tu serais en train de faire ? Je serais en télétravail, comme la majorité des Français depuis quelques semaines. Ouais. Et je serais certainement soit en visio, soit en conf call avec mon équipe ou des clients. Ok. Finalement, ça continue un peu à tourner malgré... Ouais, on a à peu près 30% d'impact de notre côté, ce que tu vois dans pas mal quand même de sociétés de services. Mais on a de la chance d'avoir une grosse partie de l'activité qui tourne, donc c'est cool. L'avantage de faire du web et des applis. Exactement. Alors la question que tu redoutais tant aussi, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas ? Parce que tu me disais juste avant, je sais pas comment je vais me présenter. Est-ce que tu dois te présenter sur le volet perso, le volet pro ? Surtout, on veut tout savoir. Ok.
Ok, bon, alors moi c'est Anaïs, j'ai 32 ans et du coup sur le volet perso, du coup je suis mariée, j'ai une fille et et plein d'animaux, voilà. J'ai des chevaux, des chats, voilà. Et sur le volet pro, du coup, je suis cofondatrice et dirigeante de l'agence BIAP et également de la start-up Kéfir. Donc BIAP, c'est une agence qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'applications smartphone et pas que. Enfin, on intervient vraiment... notre métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à performer sur ces supports que sont le mobile, en les accompagnant à imaginer des solutions qui vont être vertueuses pour leur business, de la conception au développement. Et puis chez Kéfir, on a créé un objet qui permet de détecter automatiquement une chute à cheval ou la sortie d'un cheval de son pré. Okay. Et cet objet s'appelle Cavale. Ok, canon. Eh ben, tu vois, t'as répondu à mes 2 prochaines questions qui étaient c'est quoi BIAP, c'est quoi Kéfir. Par rapport à Kéfir, c'est une question que je me suis pas notée mais que je voulais te poser, donc je vais te la poser maintenant, sinon je vais oublier. Et comment tu arrives à organiser ton temps entre BIAP et Kéfir? En fait, ma première question, c'est pas ça. C'est comment tu as trouvé le temps de lancer Kéfir en même temps que BIAP, enfin, alors que tu diriges déjà BIAP, quoi. Écoute, en fait, il y a donc BIAP a 8 ans et il y a à peu près 4 ans, en fait, si tu veux, faut remonter un peu à l'histoire de BIAP. C'est-à-dire que nous, avant d'être une agence, on était une start-up, enfin dans la définition que j'ai d'une start-up. C'est-à-dire que BIAP, quand on s'est lancé avec mes associés, puisque j'ai 2 associés, Cédric qui est ingénieur et Yann qui est designer, en fait, on a voulu monter une plateforme qui permettrait de créer des applications mobiles sans connaissance technique. Un peu un WordPress du mobile, quoi. Donc on a lancé BIAP en 2011 à Nantes sur ce principe. Franchement, on a fait toutes les conneries qu'une start-up peut faire. Notamment, on n'a pas très bien travaillé la partie adhésion du produit au marché. Et donc en fait on a travaillé quand tu dis ça, c'est-à-dire que vous avez lancé votre produit en pensant savoir ce qu'il fallait faire. Exactement. En fait, vous êtes rendu compte qu'une fois sur le marché, ça intéressait pas forcément les gens. Ouais, je dis ça et à la fois je me dis, je sais pas si je suis un peu dur avec nous à l'époque, parce que si tu veux, dans la boîte dans laquelle je travaillais, qui était une start-up aussi avant de monter BIAP, c'était en 2009, on travaillait dans la réalité augmentée pour mobile, donc tu vois, c'était quand même hyper avant-gardiste. Ouais, carrément. Et beaucoup appliqué au domaine du tourisme. Et moi, mon job dans cette start-up, comme on le sait dans les start-up, t'as toujours plein de casquettes, quoi. C'était à la fois le marketing, mais à la fois la partie business. Et du coup, j'allais rencontrer énormément d'acteurs du tourisme et je leur expliquais pourquoi le mobile serait intéressant pour eux demain. Et là, je m'étais rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient les mêmes. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté BIAP et donc la plateforme BIAP Factory. Mais l'erreur qu'on a fait, c'est que comme moi, j'avais sur tour terrain, on était persuadé qu'il y avait un besoin, mais je pense dans l'exécution du produit, si tu veux, on n'a pas appliqué les méthodes de design thinking, alors qu'aujourd'hui, on le fait pour nos clients au quotidien, si tu veux, mais on l'a pas du tout fait. Et donc 1 an plus tard, après la sortie du produit, donc on a sorti la BIAP Factory, qui était un bel outil, qui était plutôt bien conçu, et on s'est retrouvé avec des acteurs qui sont venus nous voir en disant c'est top ce que vous faites, mais nous, on préférait que vous nous accompagniez en spécifique et que vous nous aidiez à performer sur ce support, mais on rentrera pas dans vos modules, quoi. Donc c'est cool, les gens veulent bosser avec toi, mais mais ils achètent pas ton produit, quoi. Ouais. Et donc voilà, pour revenir à ta question. On a forcément pivoté en agence, parce que quand tu te retrouves avec plein de clients qui veulent bosser avec toi, que tu vas pas forcément chercher, et puis du coup qui t'alimentent sur du spécifique, tu pivotes en agence, et puis à un moment donné tu abandonnes ton produit et tu as cette frustration de ne pas être produit mais d'être dans le service, quoi. Parce que c'est quand même un gap de pivoter, et on pourrait y revenir plus tard, mais t'embarques des personnes sur un produit, sur une start-up un peu internationale, c'est la vision que t'as, et puis tu te retrouves avec une agence un peu locale, donc du coup t'as un pivot à faire même dans ta tête sur le sujet. Et donc il y a 4 ans, je me suis dit pour faire une bouffée d'air à mon équipe et aussi à nous, on va lancer des journées de créativité, donc 2 vendredis par mois, toute l'équipe travaille sur un produit, quoi. Enfin une idée de produit, une idée de concept, quoi.
Et en fait, Kéfir est né de ces journées. Donc c'est-à-dire qu'on T'as dû un peu influencer le produit, non? Ouais, clairement c'était mon idée. Oh, celle-là c'est la meilleure idée, je trouve. Je sais pas si c'était la meilleure parce que pour le coup on a vraiment travaillé cette fois-ci en intégrant les méthodes de design thinking. Donc on a rassemblé un panel de plus de 100 cavaliers propriétaires et l'objet tel qu'il est sorti aujourd'hui est pas du tout celui que moi j'avais imaginé au début. Okay. Et en fait ça a été hyper long pour répondre à ta question parce que c'est impossible de gérer 2 boîtes. Aujourd'hui je m'en rends bien compte que c'est compliqué, surtout à la taille de ma boîte. Moi, Biap, on a une 30aine, donc il n'y a pas des niveaux hiérarchiques très élevés. Et donc on a mis, tu vois, il y a 4 ans, on a mis 3 ans à sortir le produit. Et en fait, on a vraiment réussi à le sortir quand j'ai pris une stagiaire à 100% sur le sujet, voilà, et que j'ai pris des prestataires. Parce que les prestataires, en fait, ça te fait avancer vite. Quand c'est pas ton voilà, sinon t'as toujours un truc à faire de l'autre côté quoi. Voilà. C'est ça c'est comme ça qu'on a lancé Kéfir et puis après le fait que j'ai intégré Kéfir comme un projet dans l'agence mais qui est pas forcément rémunérateur pour l'agence mais voilà qui était un projet dans l'agence et du coup ça a fait que comme pour un projet client il y avait une équipe dédiée sur le sujet et aujourd'hui la boîte fonctionne encore comme un projet dans l'agence quoi. Et tu l'as autofinancé ou t'en as fait justement une espèce de start-up où t'as levé des fonds? Alors au début, donc c'est vraiment Biap qui a financé jusqu'à ce qu'on ait une adhésion marché. C'est-à-dire que on a donc en fait on a créé le produit avec toutes les méthodes de design thinking, avec ce groupe utilisateur, et puis on a fait un premier prototype, puis on s'est dit je vais peut-être pas faire les mêmes conneries qu'avec la Biap Factory, donc on va faire un crowdfunding et en fait on a profité d'une opportunité. Donc je rentre dans le secteur équestre, mais si tu veux en novembre dans le monde du cheval t'as plein de salons. Donc t'as Equita à Lyon qui est le plus gros salon équestre, t'as le salon du cheval de Paris, t'as le salon du cheval d'Angers, donc et ils sont tous regroupés à 2 semaines d'intervalle. Tu vois, là tu prends ton baluchon exactement. Et donc on a dit on va faire une campagne de crowdfunding pour voir si tu veux, je suis restée tellement frustrée avec la factory de me dire t'as un produit mais les gens veulent pas acheter. Je me suis dit il faut qu'il y ait quelque part un acte d'achat pour que je me dise ok j'y vais, sinon s'il n'y a pas d'acte d'achat ça sert à rien, c'est que le produit correspondra pas du coup aux attentes des consommateurs. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé une campagne de crowdfunding et puis on a fait le salon Equita, on a fait le salon du cheval de Paris, le salon du cheval d'Angers, on a bouclé notre campagne de crowdfunding. Et ce qui était assez dingue, c'était qu'on avait des stands et les gens nous achetaient sur une tablette sur le stand. Alors qu'on les a livrés 2 ans plus tard, quoi. Un an alors que le produit n'existait pas, quoi. Le produit n'existait pas. On avait un prototype, franchement, qui était pas très sécurisant pour un objet de sécurité. Et donc et on a gagné aussi pas mal de prix parce que tu as un petit cluster d'innovation qui est dans le milieu équestre, qui est poussé par une asso qui s'appelle Hippolia, qui est un pôle de compétitivité équestre. Et donc on a gagné quelques prix, on a gagné le prix du public du Salon du Cheval de Paris, on a gagné la 2e place du prix Hippolia et on s'est dit go, on lance la boîte. Et donc en fait là, Biap est actionnaire de la boîte. J'ai proposé aux équipes qui ont bossé sur le projet de prendre des billes aussi sur cette boîte. Et puis on a des business angels qui nous ont rejoints pour nous aider à amorcer le projet, quoi. Et ça, elle a combien d'années Elle a été créée fin 2017. Donc tu vois, ça va faire à peu près 2 ans. 2 ans et demi, canon. T'es aussi présidente de la French Tech ou Nantes Tech, je sais pas quoi. French Tech Nantes ou Nantes Tech, je sais pas. C'est une bonne chose parce que moi, quand j'ai dit Nantes Tech, en fait, c'est French Tech Nantes. Voilà. Oui, alors je suis présidente de la French Tech Nantes depuis peu, parce que je suis vice-présidente du conseil d'administration de la cantine. Donc Yann Persson de EP est président. Et en fait, ils ont monté à Paris, enfin à Bercy, un conseil national des présidents de la French Tech. Et puis, d'un commun accord avec les membres du CA, c'est moi qui suis allée représenter l'asso sur ce premier conseil. Puis après, on s'est dit que pour qu'il y ait eu plus de lisibilité et puis pour se partager un petit peu les choses, moi j'allais prendre la présidence de la French Tech Nantes et Yann restait président de la cantine. Ce qui a aussi du sens parce que la cantine, si tu veux, c'est
c'était très, enfin, à sa création, c'était très start-up, mais aujourd'hui, on se veut très inclusif dans les autres écosystèmes, donc que les PME, les ETI puissent profiter de la cantine. On a aussi beaucoup de freelance, et donc ça a aussi du sens de dire que la cantine, c'est pas que pour les start-up, dont la double casquette, quoi. Ouais. Et question polémique, à quoi sert la French Tech ? Écoute, c'est une vraie question que se pose pas mal de monde, mais il y a quand même des choses qui sont menées sur la French Tech. Allez, défends-les. Mais voilà, je vais essayer de les défendre. Écoute, globalement, je dois t'avouer, pour être complètement transparente, que avant de faire ces réunions à Bercy et de rentrer vraiment dans le sujet, c'était un peu opaque pour moi. Et je pense pour tous les entrepreneurs, c'est pareil. T'as le pass French Tech où tu te dis, ok, je peux récupérer 30 000 avec BPI. Et puis, en gros, voilà, qu'est-ce que ça apporte ? Il y a aussi quelques pavillons. Et d'être rentré un peu plus à l'intérieur, je me rends compte que c'est quand même, enfin, ce qu'essaye de faire la French Tech, c'est de quand même structurer l'écosystème et apporter des choses à l'écosystème. Ouais. Et en fait, le job de la French Tech, c'est d'avoir une feuille de route nationale qui serve aux écosystèmes, qui leur permettent de se développer et de faire en sorte surtout que la filière tech soit une filière qui pèse dans notre économie, quoi. Ouais. Voilà. Donc concrètement, cette année, on a des actions très, enfin, que moi je trouve hyper intéressantes pour les entrepreneurs. Tu vois, là par exemple, on est en train de déployer sur Nantes, enfin, on est en train de déposer l'appel à projet pour déployer sur Nantes French Tech Centrale, qui est un dispositif qui te permet d'être plus proche des administrations. Donc, tu as un problème avec les impôts, donc tu as TVA, tu as un problème avec l'URSSAF, tu vas pouvoir avoir un correspondant French Tech et tu vas pouvoir, via une plateforme, prendre directement un rendez-vous et ils vont t'accorder un rendez-vous directement à la cantine, tu vois. Okay. Donc, tu as des trucs cool comme ça, par exemple, qui sont financés par l'État et qui permettent aux startups d'avoir un service ou d'avoir des actions. Mais je dois t'avouer que pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs, c'est quand même pas toujours très clair pour tout le monde. Ça dépend aussi de quelle boîte t'es, si t'es une grosse boîte, si t'es une petite boîte. Ouais. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est que ça aide peut-être à faire briller la France à l'international. J'ai l'impression que c'est une espèce de label qui sert surtout à bien identifier les startups françaises, je sais pas, au CES, ce genre d'événements, tu vois. Là, j'ai une partie où je te poser des questions sur les questions qu'on t'a déjà posées, tu vois. J'ai vu que t'avais fait pas mal d'interviews, j'ai regardé pas mal de vidéos de toi sur YouTube, etc. T'as été très souvent interviewé, même si c'était parfois des petites interviews, mais c'est quoi la question qu'on t'a le plus posée ? Écoute, c'est une bonne question. Je saurais pas te dire. Okay. Je sais qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'interviews, si t'en as écouté, sur la place de la femme dans le milieu entrepreneuriat, la mixité. Donc j'ai certainement pas vu celle-là, mais j'ai certainement dû avoir pas mal de questions sur le sujet, mais non, je n'ai aucune idée. Mais peut-être que tu vas pouvoir me dire. Je sais pas, non, moi c'est juste pour savoir. Non, j'ai pas fait la synthèse de toutes les questions qu'on t'a posées. Est-ce qu'il y a une question qui t'énerve particulièrement ? Ouais, il y a une question qui m'énerve particulièrement et en même temps, enfin, comment dire, c'est vraiment la question de, enfin, moi, je suis beaucoup intervenue sur le côté mixité parce que, étant une femme dans la tech, j'ai monté ma boîte à 23 ans, j'ai même à un moment donné, j'en ai eu marre, tu vois, d'intervenir et d'être sur ces sujets-là, parce que bon, en vrai, j'aime mon métier. Mon métier, c'est pas d'être une femme dans la tech, quoi. Enfin, je veux dire. Et donc, il y a une question qui m'énerve particulièrement, c'est comment tu fais en étant une femme pour diriger une boîte ou comment tu fais c'est bizarre comme question. Enfin voilà, pour toi, est-ce que il y a un sujet d'être une femme dans la tech ? Ça, c'est une question qui m'énerve particulièrement parce que en vrai, je sais pas y répondre. Moi, j'ai pas le problème et en même temps, je comprends que dans des boîtes, il y a le problème aussi. Et je peux pas non plus, tu vois, dire que ça n'existe pas, mais c'est une question que je déteste. Ok. Alors, pour contrebalancer un peu cet énervement, c'est quoi la question ? Quelle est la question à laquelle tu préfères répondre ? Moi, je suis quelqu'un de très... j'adore échanger et partager, donc je pense j'aurais pas de question préférée. La question qu'on t'a encore jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose. Alors là, c'est dur. T'aurais dû te préparer, tu vois. Ouais, non, c'est dur.
T'as une idée? Non. Non, j'ai même pas d'idée. Ça marche. Mais si ça revient pendant l'interview, tu me dis, y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une question piège? Non, il y a pas de question piège. Moi, j'en ai une pour toi. Alors, dis-moi. Vous faites que des applis mobiles chez Biap? Non, on fait pas que les applis mobiles. Ah, bon, bah, ça va peut-être pas être une question piège alors. C'est une question un peu particulière, mais qu'est-ce que tu penses des PWA, les Progressive Web Apps? Écoute, vas-y, on me la pose régulièrement cette question. Ouais, c'est la question chiante qu'on te pose souvent. Non, c'est pas une question chiante. C'est parce que ça m'intéresse à titre personnel d'avoir ton avis là-dessus, en fait. Écoute, c'est vrai que le marché du mobile, le marché du mobile, je vais rentrer un peu dans mon métier, mais pour ceux qui connaissent moins, on va dire les dessous du mobile, donc en effet, quand du coup tu veux lancer un produit sur mobile informatique, du coup soit tu vas passer par des applications que tu vas télécharger sur l'App Store, le Google Play, soit tu vas faire un site web mobile et du coup il va falloir que tu passes par Google pour du coup pouvoir y accéder. Au début, c'est sûr que tu vois, en 2008, il n'y avait pas de question. Enfin, après, tu as plusieurs problématiques là-dedans. Tu as les apps mobiles, tu peux soit les développer en native, techno-native, poussées par Apple et Google, ou des techno-hybrides, donc qui te permet de dupliquer. Et puis, tu as l'effervescence, en effet, des PWA, qui sont principalement du site web mobile. Écoute, il y a 5 ans, je me souviens qu'on m'avait dit les apps mobiles sont mortes et du coup PWA va prendre la place. Je t'avoue que on a pas mal de clients qui en plein développement de leur app nous ont demandé à ces époques-là mais pourquoi on n'a pas choisi PWA, donc il a fallu leur faire des études de pourquoi on pouvait pas choisir PWA. Dans l'absolu, moi, si tu veux, j'ai pas d'avis tranché de les apps c'est mieux que PWA. Pour moi, tout dépend de ce que tu veux faire, de ton audience et du projet. Les PWA, donc qui sont globalement des sites web qui te permettent d'accéder plus facilement aux surcouches de ton téléphone. Sont relativement performantes, c'est de mieux en mieux, mais tu peux pas tout faire. Donc voilà, tu peux pas bénéficier aussi des mêmes performances que les apps qui sont téléchargées sur les stores. Donc nous, si tu veux, chez Biap, on en fait. En termes d'ergonomie aussi, en termes d'ergonomie, c'est différent. En fait, du coup, en termes d'ergonomie, c'est moins bon. En termes d'expérience utilisateur, ça remplacera jamais une app native. Tu pourras pas faire des fonctionnalités très poussées avec une PWA. Donc oui, ça a l'avantage de, tu fais un développement, t'en fais pas 2. Tu peux t'affranchir un peu des downloads sur les stores ou les encapsuler pour faire des downloads sur les stores. En vrai, c'est une bonne alternative. Voilà. Mais ça ne remplacera jamais à ce stade, en tout cas, les apps natives. Mais moi, j'ai pas, d'avis tranché sur le sujet, même si mes équipes techniques en auraient beaucoup plus que moi. Donc, mais je pense que tout dépend du budget du client, de ce qu'il veut, de ce que la boîte veut faire, de là où elle veut se positionner et surtout de là où sont ses clients, quoi. Parce que, je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond complètement. Non, je voulais juste avoir une petite question piège. Je m'étais mis en tête. Et tu vois, je suis même pas pro app, quoi. Ben ouais. On va parler un petit peu des débuts de Biap, mais t'en as déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi l'anecdote sur ta boîte que tu racontes toujours à tes amis? Enfin, toujours à tes amis. Tu vas pas leur raconter à chaque fois, mais que tu t'aimes bien raconter. L'anecdote sur ma boîte que je raconte toujours à mes amis. Sur les débuts, notamment. J'en parle assez rarement, en fait. Ok. C'est vrai. Il était temps que j'arrive. Non, mais c'est vrai. Des anecdotes du début, hormis notre histoire, si tu veux, le fait qu'on est parti produit et qu'on a dû pivoter agence, on va dire qu'on a fait pas mal de conneries relativement intéressantes pour la suite. Du coup, c'est principalement ça que je raconte. Après, du coup, moi, c'est plus... tu vois, mes amis, je vais plus leur parler du management, de comment j'ai progressé sur le sujet, comment le fait d'avoir une boîte m'a un peu transformé là-dessus, quoi. Sur mieux comprendre les autres, comment arriver à faire travailler les uns et les autres. En fait, moi, je me suis lancée. Alors, peut-être que c'est moi et que les autres entrepreneurs n'ont pas de difficultés sur le sujet, mais moi, quand je me suis lancée, j'ai eu énormément de mal avec la partie management, quoi. Okay. Ça a été hyper dur pour moi. Comment tu t'y es pris justement pour écoute, j'étais faire un travail sur toi-même. Comme si tu veux, j'ai un bon feeling avec les gens. J'adore partager, échanger. C'est vraiment un truc qui me passionne. Donc avoir une équipe, si tu veux, c'était un prérequis pour faire une boîte. Je voulais pas être toute seule. Et en fait, la première année, je me suis dit mince, en fait, je suis nulle en management, quoi. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'être
que ça se passait bien, mais en fait ça se passait pas très bien. Et donc je me suis formée, j'ai rejoint je sais pas si tu connais Germe. Non. Qui est un groupe d'entraînement au management, Okay. en fait, qui est une association nationale. Et donc, tu as des groupes un peu partout en France, avec une vingtaine de managers que tu rejoins. Et donc, moi, j'ai rejoint dès la 2e année de ma boîte, un groupe à Nantes. Et franchement, à chaque fois, tu vois, il y avait des représentations. Forcément, tu avais un formateur. En fait, c'est une journée par mois avec un formateur externe qui vient. Et puis après, tu échanges avec le groupe. Okay. Et à chaque fois, il prenait un exemple, il montrait l'exemple et tout. Puis je me disais, tu vois, je suis dans le bon et tout. Et à la fin, la chute, c'était surtout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, c'est vrai que quand je vais parler de ma boîte avec mes amis, je vais plutôt parler de ça, plutôt du management, des conneries que j'ai pu faire, de ce que ça m'a apporté, de ce que j'apprends tous les jours. Avant qu'on commence l'interview, tu me disais que tu t'intéressais vachement à l'intelligence humaine, au développement personnel, etc. Ouais. Et quelle était ta démarche par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as commencé à lire des bouquins, enfin c'est un peu classique de dire ça, mais... Écoute, non, en fait, moi je lis peu. Ok. Voilà. Personne n'ose dire ça. Et non, mais vraiment. En vrai, j'ai même du mal à je lis que pendant mes vacances. J'ai du mal à finir les bouquins. J'aime bien piocher à droite à gauche dans des articles. Ouais. Ou alors un bouquin, je vais le consommer, tu vois, de manière un peu différente. Ouais. Je lis peu. Voilà, je le dis. Si les autres osent pas le dire, moi je le dis. Et non, vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le terrain, le concret, et comment je me suis améliorée, déjà avec une formation par mois d'une journée, et puis en discutant avec d'autres entrepreneurs, en comprenant comment ils faisaient. J'ai fait énormément de formations externes, je me suis aussi fait coacher, voilà. Donc principalement sur de la pratique. Attention, c'est la question de tout l'interview auquel tout le monde souhaite une réponse. Comment fait-on pour monter une boîte tech quand on n'est pas tech? C'est une question qu'on m'a déjà posée, je crois. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et écoute, en s'entourant de tech. En quoi? En s'entourant de tech. Voilà. Non, en fait, c'est vrai que moi je viens du marketing, hein, donc à part j'ai appris à faire un tableau HTML dans WordPress, c'est le seul truc que je sais faire. C'est bien déjà. Ouais, voilà. Écoute, comme dans ma conception des choses, ceux qui développent, c'est des créatifs. Pour moi, ils créent des choses, ils créent des produits. Les gens du marketing, plutôt comme moi, sont aussi des créatifs. Donc, j'ai depuis le début, pour moi, et dans ma boîte, c'est comme ça. Un produit se crée à plusieurs. Donc le marketeur doit toujours travailler avec le designer et le développeur. Ça fait un peu théorique, mais en tout cas dans la pratique, c'est vraiment comme ça. Et donc moi je me suis vraiment appuyée là-dessus, du coup de travailler. D'ailleurs j'ai fondé ma boîte avec un ingénieur et un designer, et nous on s'apprenait les uns les autres. Donc je pense que mon associé technique a fait énormément de pédagogie avec moi pour m'apprendre les choses. Et après, tu t'appuies sur les gens qui sont techniciens, parce que forcément recruter, j'aurais jamais pu le faire sans mon associé. Ouais. Et puis forcément les développeurs, c'est pas qu'ils écoutent que les développeurs, mais il leur faut un référent développeur, quoi. Ouais. Chose que moi je ne peux pas leur apporter. Et comment vous êtes rencontrés justement avec tes associés? Mon associé designer, je l'ai rencontré quand j'ai bossé dans le groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Puis après, j'ai quitté le groupe Sud-Ouest pour aller dans cette start-up qui s'appelait 8Motion, qui faisait de la réalité augmentée sur mobile. Et j'ai rencontré Cédric, mon deuxième associé. Ok. Et puis après, on s'est rencontrés au boulot. Et comment tu les as convaincus de te suivre? C'est une bonne question. J'avais cette idée de cette plateforme parce que je rencontrais les acteurs du tourisme. J'en ai tout de suite parlé à Cédric parce que de toute façon, on était très proches dans la boîte où j'étais. Et Yann, qui est mon associé designer, c'était vraiment mon coup de foudre design, comme je dis. J'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et comme il était free à l'époque, je lui ai demandé si ça l'intéressait de nous rejoindre. Et puis voilà. Ok. Ça l'a fait. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que tu sais, il y a une première réunion au Frog and Roast Beef à Bordeaux. Et c'est parti, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont justement pas tech, qui sont soit dans le marketing, soit dans le commerce, peu importe, qui cherchent justement des associés, tu sais, qui vont faire des espèces de meetings d'associés avec des techs, etc. Et
Bon, je pense que ces personnes-là, une fois sur deux, sont pas forcément prises au sérieux parce qu'elles ont des rêves, elles savent pas du tout développer. Ça peut paraître compliqué, tu vois, de convaincre des personnes tech quand tu ne l'es pas du tout. Alors bah ouais, Donc en fait, je me dis que, enfin, moi, ce qui a aidé, c'est parce que je connaissais Cédric dans la boîte où j'étais, et franchement, 8Motion, la boîte où j'ai commencé dans le milieu de la tech, quoi. Franchement, j'ai été recrutée pour du marketing et de la com. Le premier jour où j'ai choisi cette boîte, quand je suis arrivée dans cette boîte, il y avait que des mecs, que des techs, ils parlaient quasiment pas. Les premières semaines ont été un peu bizarres. Et après, vraiment, ils m'ont émerveillée, quoi. Enfin, capacité rapide de faire des choses que tu peux tester immédiatement. Pour moi, les ingénieurs, c'est vraiment des cerveaux créatifs, quoi. Donc, que tu peux partager ensemble. Et donc, j'ai quand même bossé 2 ans dans cette boîte. Oui, donc tu les comprenais bien. J'étais la seule marketing. C'était que des techs, les autres collaborateurs. Donc, j'ai appris à travailler avec eux, quoi. Donc, c'est ça qui m'a un peu aidé à comprendre que il y a des choses que tu peux pas comprendre quand t'es pas tech, quoi. Et est-ce qu'avec tes associés, vous avez écrit une espèce de règle de principe au tout début de votre boîte que vous relisez tous les ans ou ce genre de truc? Pas du tout. Ok. Ouais, pas du tout. Elle est un peu particulière, hein, l'histoire avec mes associés, parce qu'on a monté la boîte à 3 et aujourd'hui, je pilote la boîte avec mes 2 directeurs qui ne sont pas mes associés. Ok. Voilà, mais parce que ils se sentaient pas le fait de faire du management ou autre chose, ils pensaient qu'ils pouvaient apporter autre chose à la boîte à leur manière et c'est comme ça qu'on l'a fait et on est assez heureux comme ça, donc. Ok. Et ça ressemble à quoi votre boîte au début, Biap, au tout début? Vous êtes où physiquement? Au tout début. Enfin, géographiquement. Géographiquement, on est à Atlampol. Tu vois Atlampol, le château d'Atlampol? Ici, à Nantes. À Nantes. Ouais. Alors non, au début, donc l'idée on l'a à Bordeaux. Et moi, du coup, j'ai mon mari, enfin qui est mon mari aujourd'hui, mais qui ne l'était pas avant, qui avait un bar-restaurant sur la côte. Donc, je décide de venir m'installer sur Nantes. Et Cédric, mon associé, étant de Saint-Malo, il se dit c'est cool, je vais me rapprocher de ma famille. Et Yann, mon associé designer, reste à Bordeaux, donc il est télétravail, quoi. Donc, on décide de s'installer sur Nantes et on va directement. À l'époque, il n'y avait pas la French Tech, il n'y avait pas tout ça. Donc, on va directement à la Technopole, qui est à Atlampol. Du coup, on rentre chez Atlampol. Enfin, on fait je sais pas comment ça s'appelait, c'est pas une pré-incubation, mais on n'est pas vraiment pris par Atlampol, mais on est quand même pris sous leurs ailes. Je sais plus quel nom ça avait à l'époque. C'était avant l'époque des incubations, incubateurs. Tout ça. Je suis pas vieille, hein, pourtant, mais et du coup, si tu veux, pour ceux qui connaissent Atlampol, t'as le château à Atlampol, puis t'as la boulangerie à côté, qui est l'ancienne boulangerie du château, qui loue aux startups. Et nous, on a commencé là. Ok. Voilà, donc dans la boulangerie d'Atlampol. C'est marrant que tu parles de ton âge parce que j'ai lu des articles sur toi. Il y avait un article notamment qui disait que tu devenais présidente de la French Tech Nantes, où ils avaient repris un article de la Tribune, je crois. Oui, ils t'ont donné 26 ans encore dans cet article-là, tu vois. Ah ouais, j'avais pas vu. Et du coup, je disais plein de trucs contradictoires. Je me suis dit, mais là, quel âge, en fait, je comprends pas. J'ai 32 ans, mais j'ai monté la boîte à 23. Oui. Donc, tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça, je voyais bien que la boîte avait 10 ans, puis en fait, bref, je disais plein de trucs contradictoires sur des trucs, c'est bizarre. Comment ont réagi tes proches quand tu t'es dit, tiens, je me lance dans l'entrepreneuriat, comme ça? Eh ben, ma mère m'envoyait des offres, m'envoyait des annonces. En gros, tu lui avais dit que t'allais te lancer dans l'entrepreneuriat, mais elle continue à t'envoyer des offres. Ma mère est apicultrice, donc si tu veux, elle est entrepreneur. À son compte. Ouais. Mon père est CPE, et donc en fait, quand je lui ai dit, je vais me lancer, elle m'envoyait des offres qu'elle trouvait sur internet sur mon métier qui est plutôt la com, tu vois. Ouais. Je disais, tiens, regarde, ça pourrait être intéressant. Et du coup, je lui ai tout de suite dit, écoute, c'est simple, hein, soit du coup tu adhères au projet, soit on arrête de parler boulot ensemble, parce que moi j'ai vraiment envie de me lancer à mon compte, quoi. Et mes parents sont des personnes qui m'ont toujours suivi et qui ont toujours cru en moi, en ma sœur, donc ça n'a pas trop été un sujet, quoi. Ok, il a juste fallu être clair, quoi. Il a fallu être clair, ouais, exactement. Vous financez comment au début, quand vous lancez la boîte? Écoute, on part avec 1 000 € en poche, donc pas grand chose. Ouais. Et donc comment on se finance? C'est pas simple. On est d'abord passé par Nantes Initiative. Donc on avait 1 000 €. On a fait en sorte d'avoir... t'avais plusieurs comités, mais t'as un comité innovation qui te donnait 20 000 € de prêt d'honneur, sauf que c'était 1 pour 1.
Donc en gros, si tu voulais 20 000, il fallait avoir 10 000 d'apport, quoi. Ouais. Donc il a fallu convaincre le comité que c'est pas parce que t'es jeune étudiant et que t'as pas de cash que du coup tu peux pas te lancer, quoi. Donc ce que j'ai réussi à faire. Et après, une fois que j'avais les 20 000 euros, il y a aucune banque qui voulait me suivre. Parce que les banques me disaient, en fait, on prête pas d'argent à des boîtes comme vous, quoi. Parce que, voilà, une boîte de la tech, une plateforme pour créer des apps, parce que c'était le projet du début. Ouais. Et puis, il y a l'ancien directeur de Nantes Initiative, Bertrand Bollet, qui est vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé. Enfin, en fait, Biap se serait jamais lancé sans lui. Ouais. Qui m'a... Attends, t'as juste ton micro qui est... c'est ça. Le remets comme ça, ouais. Nickel. Pardon. Qui, du coup, a rappelé certains banquiers. Ouais. Et du coup, on a la BNP qui nous a suivis pour 70 000 derrière. Ouais, donc ils voulaient pas, ils sont passés à 70 000, c'est bien. Ouais, ils sont passés à 70 000, donc ça, c'est cool. Donc on a eu 20 000 plus 70 000. Donc on s'est lancé comme ça. Et puis après, on a eu des prêts d'honneur. Tu vois, on a eu Réseau Entreprendre, on a eu Total Développement, on a eu la BPI, on a eu un peu de tout, quoi. Ok. Voilà. Ok, canon. En fait, on a réussi à rassembler 300 000 euros pour lancer la plateforme, qui un an plus tard n'était pas notre business. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure? En fait, pour moi, il y a eu 2 phases sur la création, mais c'est peut-être l'insouciance de sortie d'études, tu vois. La phase de tu crées ta boîte, 20 000 et 70 000, waouh, c'est énorme, tu lances ton produit, c'est super, tout est rose. Et puis la phase où t'as plus de cash et tu te dis putain, il faut trouver des clients, quoi. Voilà, quand je te dis qu'on a fait toutes les erreurs, c'est vraiment qu'on a appris sur le terrain. Et donc, je pense que j'ai, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai adoré cette phase d'insouciance, d'effervescence. Voilà. Donc cette phase-là, quoi. Et ton pire souvenir, justement? Mon pire souvenir, c'est j'ai eu un coup dur à un moment donné dans ma boîte où j'ai un client qui est un businessman qui a beaucoup d'argent, qui voulait lancer un projet et qui du coup l'a lancé chez moi. À l'époque, c'était un projet qui pesait 100 000 euros, donc tu vois, la boîte faisait 800 000 de chiffre d'affaires, donc c'était quand même représentatif. Donc il nous fait développer son appli et puis c'était une application pour l'euro 2016. Okay. Et en fait, 2 semaines avant le lancement, il m'appelle et il me dit écoute, en fait le business model de ce que j'ai imaginé est pas viable, donc je vais te planter et je vais dire que c'est de ta faute. Voilà. Et ça a été mon pire souvenir parce que j'avais, encore des bêtises, mais j'avais pas d'assurance juridique, donc j'ai pas pu me défendre. J'ai eu 70 000 de cartouches et il a fallu que je redresse toute la boîte sur le sujet en embarquant les équipes. Ça a été hyper formateur, mais moi je suis un peu une justicière, hein. J'aime bien que les choses soient justes et comme c'était injuste, c'est quelque chose que j'ai pas bien vécu. T'as réussi à te venger depuis ou pas? Non, parce que il y a un moment donné avec, si tu veux, c'est un espèce de... Après, on est rentré dans des espèces de protocoles juridiques où de toute façon, c'était avocat contre avocat et de toute façon, ça aurait plié ma boîte. Donc, je me suis... Ouais, t'as arrêté les frais, quoi. J'ai arrêté les frais. Et puis, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut d'un point de vue juridique pour pas que ça m'arrive, quoi. Mais je me suis pas vengée. Les clients sont prévenus. Voilà. On a vraiment des super clients, donc... on a des clients qui sont là depuis le début de la boîte, hein. Donc c'est vraiment c'est aussi pour ça que tous les matins on travaille, c'est aussi pour les projets de nos clients et moi je suis vraiment convaincue par tout ce qu'on fait là-dessus, donc c'est d'autant plus douloureux quand t'as un client qui se comporte comme ça et qui respecte pas tes valeurs, quoi. Ouais, complètement. Là en fait c'est une partie de l'interview que j'ai appelée j'ai lu, parce que j'ai lu des trucs. D'accord. Même si moi non plus je dis pas beaucoup, c'est des trucs sur toi. Et je vais te les lire et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Je suis une main de fer dans un gant de velours. Tu as dit ça dans une interview. C'est vrai. Pourquoi? Exactement. Je sais pas si je l'ai dit. Je me demande si c'est pas la journaliste qui m'a dit ça et qui a dit ouais, ça me représente. Je lui ai dit ouais, ça pourrait bien me représenter. Ouais, t'es toujours d'accord avec ça? Parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est Margaret Thatcher, tu vois. C'était horrible. Et tu vois, je te l'ai dit que j'avais eu beaucoup de progrès à faire sur la partie management qui date de quand cet article. Ça, c'est exactement pour ça que j'ai mis ça. Je me suis dit, elle a pas l'air d'être trop comme ça, pourtant c'est bizarre et tout. Je sais pas de quand date cet article, mais... Ça, il est assez ancien, il a 6 ans, je crois. Ouais, écoute... Je sais pas dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. C'est sûr que je suis quelqu'un qui est
qui hésitent pas à prendre des décisions quand il faut prendre des décisions, mais généralement c'est pas dans la violence, quoi. Voilà. C'est pour l'ensemble. Voilà. Après, j'ai eu des moments quand même au tout début où j'avais vraiment du mal dans le management, donc peut-être que c'était la bonne philosophie du moment. C'était la façon de t'affirmer. Parce que dans un autre interview dans la tribune, ils ont mis, alors ça je sais pas si c'est toi qui l'as dit ou si c'est eux qui ont mis, ils ont mis insatiable killeuse. Ah non, mais ça c'est eux. Ça c'est eux, parce qu'avec le petit pistolet et tout, parce que du coup ma chargée de com avait envoyé cette photo, tu sais, c'était la mode des nerfs, on était tous avec le nerf en entreprise et je sais pas pourquoi, t'es une femme dans la tech, du coup faut renforcer ton côté dur, quoi. Ouais, c'est ça. Non, parce que je suis pas trop comme ça, quoi. Bah non, c'est pour ça, quand je disais ça, je suis c'est bizarre, je pas eu la même personne par message. Elle se passionne pour le monde de l'informatique et se prend très vite au jeu du commercial, du business plan, de la négo et de l'organisation entrepreneuriale. Et ça, c'est toi qui l'as dit, jusqu'à devenir sans doute trop envahissante aux yeux de mon patron. Ouais. Tu peux expliquer cette situation un peu ? Non, ouais, c'était un peu particulier. La boîte où j'étais avant, donc où j'ai appris dans le monde de la tech, qui s'appelait Hitmotion, en fait, ça a été un peu particulier parce que du coup déjà, c'était une boîte qui était fondée par vraiment un génie technique, mais qui n'était pas dans la boîte. C'est-à-dire que lui, il était dans une autre boîte, et du coup, il a mis son voisin, mais physique, de sa maison, à la tête de cette boîte. Tiens, tu fais quoi, toi ? Voilà, exactement. Et qui était super, hein, voilà, on s'entendait très bien, mais si tu veux, moi, il faut remettre les choses dans leur contexte, et c'est pour ça que j'ai cette vision maintenant. J'étais alternante, donc voilà, et c'est moi qui faisais les dossiers pour BPI, c'est moi qui allais pitcher avec mon patron chez BPI, et avant d'aller pitcher, quand il tremblait, je lui disais ça va aller, quoi. Voilà. Donc si tu veux, en fait, j'avais pas du tout conscience que c'était pas normal, parce que j'adorais, franchement, il m'a fait vachement confiance, il m'a donné pas mal de choses à faire. En fait, je pouvais faire un peu ce que je voulais, quoi. Et à un moment donné, il y avait plus de cash du tout, et je lui ai dit bon, écoute, je suis censée être à la com, bon, je suis pas censée non plus faire les business plans, mais je vais essayer d'aller chercher des clients. Donc je me suis retrouvée à essayer de chercher des clients. Et je suis désolée en tout cas s'il entend ça, parce que j'ai pris quand même beaucoup de plaisir dans cette boîte, et à un moment donné, tout le monde écoute Contrevent, donc à mon avis t'entends, c'est foutu. À un moment donné, on s'est retrouvés en cessation de paiement, si tu veux. Okay. Et donc je pense que lui était vraiment voilà, j'imagine combien ça a dû être dur pour lui, parce que j'étais salariée à l'époque, je pouvais pas comprendre tout ça. J'imagine combien ça a été dur pour lui, mais il ne faisait rien, donc on n'était pas payé. On avait eu le mois d'avant que la moitié de nos salaires. Et si tu veux, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. On peut plus laisser les employés comme ça. Alors que j'étais moi-même employée et en contrat pro, quoi. Donc, il faut qu'on aille déposer du coup la cessation de paiement au tribunal de commerce pour que du coup les équipes puissent être payées, quoi. Donc je lui ai dit, je te laisse une semaine pour le faire. Sinon, c'est moi qui vais. Et donc du coup, j'y suis allée au bout d'une semaine, parce que du coup, je n'y ai pas allé. Je suis quelqu'un de très entière, donc tu vois, j'aime pas faire derrière. Voilà. Donc et après, je lui avais dit, écoute, même si je suis au chômage technique, je t'aiderai à relever la boîte. Enfin voilà, on va s'en sortir. Et clairement, là, il m'a fait comprendre que j'étais de trop, quoi. Ouais. Mais j'étais surinvestie dans la boîte. C'était comme si c'était ma boîte. J'avais vraiment envie de tout faire pour l'aider. Tu vois, j'étais même pas payée, j'ai la moitié de mon salaire. Et du coup, c'est pour ça que ça m'est un peu dur de dire ça, dans le sens où avec le recul, j'imagine que ça a été dur ce qu'il a vécu, et il m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses. Mais voilà, je pense que quand même, à un moment donné, je suis devenue un peu envahissante. Et puis le téléphone sonnait et on voulait parler à Anaïs et pas à lui. Et voilà, j'étais quand même en contrat pro, quoi. On voudrait parler à la stagiaire, s'il vous plaît. C'est un peu ça. C'est beau, ça, comme anecdote. Je suis perdu dans mes questions. Ah oui, si. Tu vois, j'ai lu plusieurs choses sur toi, et le mot humilité revient super souvent. Pourquoi est-ce que c'est un mot qui revient? Ça fait partie de nos valeurs. Si tu vas on n'est pas dans la bonne salle de réunion, mais dans la salle de réunion, tu l'as d'afficher. Ok. Écoute, je veux dire que même quand on recrute quelqu'un chez BIAP, on note sur les valeurs. Donc si les valeurs n'ont pas la moyenne, la personne ne vient pas, même si elle est compétente. Okay. Et l'humilité, c'est une des valeurs clés pour travailler chez nous. C'est une des valeurs que je porte de manière assez importante. Pour moi, du coup, j'entends par humilité le fait de dire, tu dois être capable de dire si tu sais pas faire, tu dois être capable d'aller te former, d'être humble si tu n'arrives pas à faire quelque chose, de partager avec l'équipe. Et
Et donc, c'est une valeur que j'incarne et qui m'est très chère. Et c'est impossible pour moi de travailler avec des gens qui sont pas humbles. Ouais. C'est pour ça que tu as dû l'avoir pas mal. Oui, j'ai vu souvent passer et notamment l'anecdote sur les moyennes que vous donnez sur les 3 valeurs. S'ils n'ont pas les moyennes, je trouve ça assez intéressant. Ça t'est déjà arrivé justement d'avoir un candidat qui était trop bon et puis en fait tu t'es rendu compte que sur ces notes d'humilité, en fait c'était pas terrible. Trop bon, mais en effet pas assez humble ou qui ne partage pas suffisamment nos valeurs. Oui, ça nous est déjà arrivé. Ouais. Et ces moyennes-là, vous les faites comment? C'est toi avec tes 2 autres cofondateurs c'est généralement, on est toujours 3 personnes à faire un recrutement et c'est les 3 personnes. Okay. Ça peut être aussi quelqu'un de l'équipe. Hein. Chacun donne sa note de façon cachée, enfin chacun met sa note et puis à la fin vous faites le bilan des notes que vous avez données. C'est ça, et puis par différentes questions, souvent on aime bien aussi faire parler des échecs. Si t'es humble, t'es capable de parler des échecs. Tu sais que c'est pas un tabou de parler d'un échec, tu as forcément tiré un enseignement. Quelqu'un qui te répond en entretien qu'il a jamais eu d'échec, c'est impossible quoi. Ouais, complètement. T'as gagné pas mal de prix d'entrepreneurs divers et variés. Je vais pas tous les citer. Ouais, pas tant que ça, mais oui, j'en ai gagné. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait des listes comme ça. Quelle vision tu portes à ces espèces de titres honorifiques? Écoute, franchement, aucune. Vraiment. Non, en fait, souvent quand j'ai participé à ces... T'as pas une petite armoire chez toi avec... Si, je les ai en plus. Ils sont mis dans l'armoire. Pas chez moi, dans mon bureau, j'en ai 2, quoi. Oh, j'irai les voir tout à l'heure. Mais non, en fait... si tu veux, c'est sympa de recevoir un prix, c'est chouette, mais c'est pas ce qui fait tourner ta boîte, c'est pas ce qui fait que t'as du chiffre d'affaires qui rentre. Ouais. Et puis c'est bien d'avoir un prix, mais aussi tu le dois. Enfin, moi, j'estime que tu fais rien tout seul, quoi. Donc, après, souvent, je dénigre pas les prix parce que ça nous a apporté énormément de communication. Et nous, si à chaque fois mes équipes de com m'ont dit Anaïs, faut que tu candidates, c'est principalement pour la communication derrière que ça nous a apporté. Dans ce que j'ai lu aussi, il semblerait que tu as des entrepreneurs modèles. Déjà, est-ce que c'est vrai? Que tu as des figures entrepreneuriales modèles? Ouais, j'ai pas mal de mentors que je considère. Qui sont-elles, ils? Alors, j'ai Olivier Tardif, qui est mon parrain Réseau Entreprendre. Donc, ça fait un moment qu'on a fini l'accompagnement Réseau Entreprendre. Ça fait 3 ans, mais... Enfin, c'est quelqu'un que bon là avec le confinement on se voit plus, mais on se voit tous les mois. À chaque fois que j'ai eu des moments durs, des difficultés, il a toujours été là. C'est vraiment quelqu'un que je peux appeler si je me pose des questions dans un sens ou dans un autre, quoi. Voilà. Il a une boîte qu'il a vendue qui s'appelait Ma Naissance, qui était spécialisée dans SAP. Okay. Donc pas trop start-up. En fait, moi mes mentors ou mes rôle modèles sont pas trop dans l'univers start-up. Et donc Olivier fait partie vraiment des personnes importantes dans mon entourage, en tout cas business. Et le deuxième, c'est Jacques Daniel. C'est rigolo comme nom, mais c'est le fondateur de Limiplan, les bureaux qui sont ici. Qui est, je crois qu'il a 70 ans, Jacques, donc tu vois, qui est un personnage incroyable. Vraiment, il a monté sa boîte à 23 ans. Limiplan aujourd'hui, une belle société. Et en fait, depuis le début de l'entreprise, c'est quelqu'un qui me suit. Il m'a permis d'avoir mes premiers bureaux. Ici, il m'a permis d'avoir ses bureaux aussi là. C'est pareil, c'est une personne de ressources, quoi. Dès que j'ai un doute, un coup de mou ou besoin d'un éclairage, je sais que je peux compter sur lui. Une autre personne aussi ressource que je vois un peu moins, mais qui à chaque fois que j'ai eu besoin m'a énormément apporté, c'est Corinne Delaporte de Up to You, enseignement groupe Benchmark, qui est une femme exceptionnelle. Enfin, pour moi, même avec son mari, c'est vraiment des personnes très importantes, en tout cas, du coup, à mes yeux. Et puis après, j'avais aussi ma première marraine de chez... Enfin, j'étais Atlantique Pionnière à l'époque, tu vois, c'est vieux, mais en gros, c'était l'incubateur des femmes, quoi, dans la région. Et j'avais Nadia Jahan, qui était ma marraine, qui a fondé Mandala Games, et qui est, elle, devenue une amie. Donc, on se voit très, très souvent. Et qui est aussi une personne ressource, souvent, quand j'ai des doutes. Voilà. Ok. C'est quoi ta perception c'est une question un peu bateau, très difficile à répondre, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis là-dessus. C'est quoi ta perception de l'entrepreneur d'aujourd'hui? Tu me parlais justement de l'entrepreneur qui est juste en mec à 70 ans, dont j'ai déjà oublié le nom. Mais voilà, Daniel. Jacques Daniel, oui, pardon. Voilà, est-ce que pour toi c'est très différent aujourd'hui d'entreprendre par rapport à... Quand je vois les valeurs de Jacques, pour moi, c'est typiquement... les valeurs de l'entrepreneuriat, celles en tout cas que Jacques porte, pour moi, c'est les valeurs qu'on doit porter aujourd'hui. Et elles ont pas changé, mais c'est...
j'attache énormément d'importance à l'humain, donc pour moi, un entrepreneur, il doit créer. Enfin, c'est un créatif, il crée des choses avec ses équipes, pas tout seul. C'est aussi un leader, donc c'est lui qui montre on va dire. C'est lui qui guide, mais du coup, c'est pas lui qui fait tout seul. Et aujourd'hui, et encore plus demain, on doit avoir ce sens social, donc travailler avec nos équipes et du coup être à côté d'eux et pas au-dessus d'eux. Ça, c'est une valeur que je porte. Faire preuve d'humilité, c'est-à-dire c'est pas le patron qui sait tout. Ça, je pense que moi, je me fais remettre en cause souvent par mes équipes et pas de problème. Et après, je pense aussi aujourd'hui, et je pense pas être la seule à le penser, mais qu'on doit aussi se soucier de l'environnement. Ce qui est dur quand même dans la tech, de se soucier de l'environnement. Tu vois, moi, tout ce qui est démarche RSE, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi. Je veux dire, je suis une boîte dans la tech, les smartphones, ça pollue de dingue. Enfin, à quel moment je vais pouvoir faire quelque chose ? Et puis, je trouve qu'il y a de plus en plus de mouvements, il y a de plus en plus de choses qui fait que tu peux aussi te dire que tu peux contribuer à ta façon, quoi. Je pense que c'est aussi important, rien qu'en choisissant des clients qui sont responsables à la fois socialement et d'un point de vue écologie, ce serait déjà une belle avancée. Réduire les lignes de code. C'est ça. Réduire les lignes de code. Alors là, attention, question confinement. Ce sera la seule. Non, mais j'ai entendu un interview justement un interview confinement sur un podcast qui s'appelle Anti-brouillard, qui est canon, sur un interview, et la personne qui dit ce que je vais te dire là, c'est Alexandre Dana, qui est le CEO de Live Mentor. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une plateforme de formation en ligne. Okay. Et il dit: le confinement a certainement fait prendre conscience à certains qu'ils n'étaient pas maîtres de leur destin et devrait pousser les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que justement ce confinement va faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas maîtres de leur destin en étant seulement employés entre guillemets, qu'il faut qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, etc. Écoute, moi je suis contre cette vision. Ouais. En fait, même je comprends pas comment on peut pousser tout le monde à devenir entrepreneur alors que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Tu vois, c'est un truc. Je dis pas que c'est un truc d'élitiste d'être entrepreneur, mais quand même, c'est un peu les montagnes russes. Faut aimer les montagnes russes, quoi. Ouais. Et donc, c'est noble aussi de bosser pour une boîte. Tu vois, je comprends pas. On est à un moment donné où c'est presque une honte si t'es pas à ton compte, quoi. Ouais. C'est tellement dur d'être à son compte, même si moi j'adore ça, que pourquoi il faut prôner absolument l'indépendance, être freelance, être entrepreneur, alors qu'il y a des personnes qui ils se sentiront pas bien de toute façon à faire ça. Ouais. Moi je suis un peu contre ce discours-là. Et je pense que c'est important que chacun choisisse ce qui lui convienne le mieux, quoi. Ouais, c'est pas noble d'être entrepreneur, quoi. Tout le monde ne sera pas freelance demain, quoi, c'est ça. Non, mais c'est surtout que chacun fasse ce qui lui correspond. On fait pas, ça sert à rien d'être entrepreneur pour être entrepreneur parce que socialement ça fait bien, quoi. Ouais. Même si t'es pauvre, du coup, quoi. C'est ça, en fait, socialement, ça fait bien, mais à ta banque, ça fait moins bien. C'est ça. On arrive à la fin de l'interview. Donc, j'ai 8 dernières questions que je pose toujours. Ouais, c'est ça. Généralement, on se fait la fin, 8 dernières questions. Ah oui, d'accord, ok, on n'est pas parti avant une demi-heure. Non, mais c'est rapide, c'est des questions rapides. La première, c'est si les gens trouvent notre échange intéressant, où est-ce qu'on peut les envoyer pour avoir des renseignements sur toi, sur ta boîte, pour qu'ils te suivent? Écoute, j'essaye d'être assidu dans mes réponses sur LinkedIn, principalement. Ok. Et puis sinon, après, de suivre sur les réseaux, quoi. Ok. Twitter à fond? Pas trop Twitter, plus LinkedIn, principalement LinkedIn on fait sur la boîte. Après on fait Facebook, Instagram, mais... Ok, voilà. Ça marche. C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui me fait gagner le plus de temps au quotidien? Je sais pas si je gagne du temps au quotidien. Qu'est-ce qui te fait perdre le plus de temps? La route. Et tu vois, je pensais, parce que du coup j'habite Blain, donc je passe pas mal de temps sur la route, et puis voilà, quand t'as des rendez-vous, t'es toujours sur la route, et celui qui me fait gagner le plus de temps par rapport à mon boulot, ça reste ma voiture et la possibilité de passer mes coups de fil dans la voiture. C'est moche. Waze. C'est ça. C'est quoi ton rêve? Mon rêve. Pas forcément pro, hein, ça peut être. Ouais, j'en ai plein. Ouais. C'est quoi tes 10 premiers rêves? Parmi les choses que j'aimerais faire, j'aimerais bien faire un tour du monde à cheval.
À cheval, oui, ok. Voilà, ça c'est un truc qui me ferait bien envie. Je sais pas si je le ferais, mais voilà. Dans les autres rêves que j'ai, j'aimerais bien m'investir davantage dans une... En fait, j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais ado et plus jeune, et du coup j'aimerais bien à un moment donné m'investir plus dans une asso d'athlétisme. Ça me ferait bien plaisir. Et puis je pense que d'ici une dizaine d'années, j'aurais bien envie de monter une boîte qui soit dans des valeurs complètement différentes de la tech. Je pense que ça me fera bien envie. Ok. Voilà. Et tu vois, j'en ai plein, je pourrais t'en citer plein. C'est plus pas des rêves, mais des choses dont j'ai envie, quoi. Ouais, c'est déjà une très belle liste. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre ? Sans surprise, comment mieux comprendre l'humain pour mieux interagir avec, je pense. Ok. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast ? Je t'ai dit déjà plusieurs personnes. Je pensais à Yann Persson, je dis EP parce que j'ai pas vu passer l'actu sur le changement de nom. Mais... Attends, je me suis peut-être trompé. T'en dis pas ça dans le podcast. Ou Julien, à la rigueur, The Advice aussi. Voilà. Okay. Toujours 2 belles personnes, je pense, à rencontrer et à inviter. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé ? Non, écoute, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Merci, moi aussi. Ça a été très complet. Et la dernière question, c'est si tu entends quelqu'un dire « Anaïs, c'est quelqu'un qui va à contrevent », t'en penses quoi ? Pas facile, cette dernière question. C'est pour ça que c'est la dernière ? Écoute, je me dirais que peut-être que parfois je vais à contrevent. Parce que peut-être que parfois je peux me tromper de sens. Ça me surprendrait pas, mais je pense pas que je vais tout le temps à contrevent. Ok, ça marche. Écoute, merci Anaïs. Avec plaisir, merci à bientôt. toi. Ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo. Bye. Ciao.